la une ce soir, le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge a été reçu par le président Alassane Ouattara. Il a venu lui faire le point des activités de la structure humanitaire sur le sol ivoirien. Coopération ivoiro-marocaine, le roi Mohamed VI démarre demain vendredi une visite officielle sur le sol ivoirien. Avec le président Alassane Ouattara, il va passer en revue les points d'échange entre les deux pays. La première dame ivoirienne invite chaque Ivoirien à s'impliquer pour la propreté de son environnement et du pays tout entier. Elle a lancé cet après-midi l'opération Grand Ménage initiée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Le ministre des Affaires étrangères américain et le ministre chargé de la Sécurité nationale se sont rendus ce jeudi au Mexique au lendemain de nouvelles directives très sévères sur les expulsions de sans-papiers aux États-Unis. Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1 ce jeudi 23 février. La Croix-Rouge dresse le bilan de ses activités sur le sol ivoirien. Le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a rencontré le chef de l'État, le point qu'il a fait au président Alassane Ouattara dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. La Côte d'Ivoire sous la houlette du président Alassane Ouattara inspire énormément confiance. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut tous les honneurs qu'elle a de conduire sur son sol des conférences internationales. L'une de ces rencontres cette année 2017 est la réunion panafricaine de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge prévue en avril prochain. Au cours des échanges ce mercredi au palais présidentiel avec le chef de l'État ivoirien, le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a eu plaisir à l'annoncer. Entretien qui par ailleurs a été l'occasion pour lui de faire le point des activités de cette structure humanitaire en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur de nous recevoir pour faire le point sur les activités humanitaires que mène le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, en général sur le continent, mais également aussi ici en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas par hasard qu'on était là également aussi avec Madame le ministre de la Santé étant un socle de toute action humanitaire qui est menée d'une part, mais d'autre part qui en soi peut devenir un défi humanitaire si on ne prend pas les mesures qui s'imposent. Et donc c'est une collaboration très fructueuse que nous avons déjà et dont nous nous réjouissons. C'est également aussi l'opportunité de faire part au président de la République de la tenue prochaine ici en Côte d'Ivoire de la réunion panafricaine des sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge qui se tiendra ici les 10, 11 et 12 avril prochains, donc qui permettra de faire le point sur l'état d'avancement de nos travaux, mais explorer aussi de nouvelles voies qui constituent les priorités sur lesquelles nous allons nous concentrer, notamment la migration, le changement climatique avec son lot de tragédies humaines. Notre continent est assez fragile en ce qui concerne l'eau en particulier. Et ça, nous voulions nous y concentrer davantage. Au terme de ces échanges, le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'est dit heureux d'avoir rencontré le président de la République, Alassane Ouattara. Il a salué l'engagement personnel du président ivoirien sur tous les aspects qui touchent l'humain et le social. Le président Alassane Ouattara a ensuite eu un entretien avec la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, venu le remercier pour sa participation effective à l'investiture du président ghanéen Nana Akufo-Addo. En fin d'après-midi, c'était au tour de l'ancien président tanzanien d'être reçu par le président Alassane Ouattara. Jakaya Kikwete était porteur d'un message du président de la Commission internationale pour le financement des opportunités éducatives dans le monde. Poursuivons avec un communiqué. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations résidant en Côte d'Ivoire qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, accompagné d'une importante délégation composée d'officiels et d'hommes d'affaires, effectuera une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire du 24 au 27 février 2017. Au cours de cette visite, le président de la République et son illustre hôte, Sa Majesté, passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt commun.
Cette visite d'amitié et de travail sera également marquée par la signature d'importants accords spécifiques de coopération, par la visite des sites de projets financés par le Maroc et par plusieurs audiences que Sa Majesté le roi du Maroc va accorder à de hautes personnalités ivoiriennes. Les populations du district autonome d'Abidjan et la communauté marocaine sont invitées à réserver un accueil chaleureux à l'hôte de marque le vendredi 24 février 2017 à 16h30 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et durant tout le long de son séjour. Fait à Abidjan le mardi 21 février 2017. Et tout juste avant cette visite du souverain chérifien, l'ambassadeur marocain en Côte d'Ivoire a accordé un entretien à la rédaction de RTI 1. Nous vous en proposons un extrait. D'abord, ce n'est pas la première du genre. Comme vous le savez, il y a déjà eu 3 visites précédentes. C'est la 4e du genre. Elle est placée comme toujours sous le signe de l'amitié, de la fraternité et surtout du travail. Parce que le travail, c'est la base de la relation et le développement des relations politiques, bien entendu, mais aussi surtout économiques avec les projets et le développement de collaborations multiples et variées. Le nombre d'accords dépasse la centaine. C'est des accords qui couvrent plusieurs secteurs d'activité, des secteurs privés et publics. Le premier secteur, c'est le secteur des infrastructures, le développement. Nous sommes au bord de la baie de Cocody. Vous voyez le développement de la baie de Cocody qui voit de jour en jour un développement très important. Nous avons des accords dans les domaines de l'énergie, domaine de la santé, domaine de l'infrastructure immobilière. Et j'en passe. Le volume, il faut scinder le volume d'échanges commerciaux, c'est-à-dire les importations et les exportations, mais il faut aussi scinder le volume d'investissement. En 2015, par exemple, nous étions numéro 1 en Côte d'Ivoire. Nous avons perdu cette place en 2016 parce que 2015 était une année assez exceptionnelle, mais nous avons bon espoir que 2017 apportera des chiffres beaucoup plus importants. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, en 2015, nous étions à 260 milliards de francs CFA en termes d'investissement effectif. Et pour ce qui est des échanges, nous étions à plus d'1,8 milliard de dollars d'échanges bilatéraux. Sa Majesté adore la Côte d'Ivoire. Il s'agit de lui faire une grande fête pour l'accueillir comme il se doit, comme on doit le faire, parce que Sa Majesté le mérite. Sa Majesté a beaucoup investi en Côte d'Ivoire dans le sens humain déjà, avant d'investir dans le sens économique. Et aujourd'hui, il s'agit de faire une grande fête pour accueillir Sa Majesté, avec toute la ferveur que cela nécessite. Voilà, retrouvez en intégralité cet entretien de l'ambassadeur du Maroc à la suite de ce journal. Ce sera donc tout à l'heure sur RTI 1. La visite officielle du roi Mohamed VI démarre demain vendredi. L'une des activités au programme, la visite du chantier du débarcadère de Locodro, financé par le Maroc. Avant cette visite officielle, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques est allé voir comment évoluent les travaux. Herman Yamia. Le ministre des Ressources animales et halieutiques sur le site de construction du débarcadère de Locodro dans la commune d'Atekoubé. Kobena Kwasi Adjoumani est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux en prélude à la visite du roi marocain en Côte d'Ivoire cette semaine. Après une visite conduite par les opérateurs en charge des travaux, il se dit satisfait. Au niveau des gros œuvres, nous sommes à 70%. Mais dans l'ensemble de l'exécution des travaux, nous sommes à plus de 35%. Très bientôt, nous allons tuer la pauvreté au sein de cette commune, créer donc de la richesse, rendre les femmes autonomes et permettre donc à la pêche de connaître un essor. La réalisation de cet ouvrage, fruit de la bonne coopération bilatérale qui lie la Côte d'Ivoire au Maroc, va permettre d'offrir de meilleures conditions de travail aux pêcheurs et aux vendeurs de poissons. Ce débarcadère, dont les grosses œuvres sont quasiment terminées, va offrir des commodités d'un port de pêche moderne. Ici, nous allons vendre du poisson en gros. Il y a des chambres froides pour la conservation, c'est-à-dire dès que le pêcheur arrive, on peut le conserver directement le poisson. On n'a pas besoin de... Voilà, on peut le conserver. Donc il y a moins de pertes pour les pêcheurs. Et puis là, en même temps, on peut fumer le poisson. Le deuxième bâtiment 5 qui est jusqu'à la fin, il y a une garderie qui est prévue, une antenne d'infumerie et un centre social. Et une salle de minimum de classe qui est prévue aussi. Entièrement financé par le Maroc, les travaux de construction du débarcadère de Locodro sont prévus pour s'achever au mois de juin prochain. Le roi du Maroc, qui effectue une visite officielle à partir de ce vendredi, ira lui-même s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Comment redonner à la Côte d'Ivoire son caractère de pays propre?
La réponse du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, c'est l'opération Grand Ménage. Elle a été lancée cet après-midi par la Première Dame. Le Premier ministre a lui annoncé que l'État va injecter 17,5 milliards de francs CFA dans le ramassage des ordures pour cette année 2017. La salubrité de nos villes et communes est une préoccupation essentielle pour la Première Dame Dominique Ouattara, suivant un extrait de son intervention lors du lancement de l'opération Grand Ménage. Je voudrais saluer cette initiative salutaire du gouvernement qui vise à instaurer une opération Grand Ménage, impliquant l'ensemble des populations pour la propreté de nos villes et nos villages. Je me réjouis d'ores et déjà que ce projet rencontre l'adhésion de toutes les populations de notre beau pays, car il y va de l'épanouissement et du bien-être de nos concitoyens. Je suis certaine qu'avec l'implication de tous, nous arriverons à obtenir des résultats à l'échelle nationale. Rien de grand et de beau ne peut se construire dans un cadre de vie insalubre. Il nous faut donc changer positivement les mentalités et modifier les comportements. J'en appelle donc au sens de la responsabilité et du civisme de chacun, car notre rôle est indispensable dans le succès de cette initiative. J'ai foi que nous réussirons à faire de notre belle Côte d'Ivoire un pays exemplaire en matière d'environnement et de salubrité. L'opération Grand Ménage est donc sur la bonne voie. Il bénéficie de l'appui des autorités ivoiriennes. Il y a celles qui sont déjà en plein dans le ménage. Elles passent leur journée à toiletter nos différentes rues et grandes artères. Grace Kando nous propose une incursion dans le quotidien des balayeuses. Rendre propres les grandes rues et artères des communes du district d'Abidjan et celles des villes de l'intérieur, c'est la tâche assignée à ces femmes. Ces gardiennes de la propriété ne s'en plaignent pas, une activité qui nourrit son homme selon elle. On nous paye bien, il n'y a pas de problème. Elle se réveille à 6 h et elle commence à travailler à 7 h pour finir à 13h30. La tâche n'est pas souvent aisée pour ces femmes qui, au quotidien, affrontent le soleil, la poussière et les véhicules pour donner un visage reluisant aux communes. C'est la population qui nous gêne beaucoup. Après avoir fini de travailler, quelques minutes après, c'est comme si on n'a rien fait. Quand ils finissent, ils viennent verser les ordures sur la route. Quand on parle, on nous dit, bon, venez vous coucher ici. Tout à l'heure, même quand vous allez repasser encore pour voir où on a commencé, même c'est déjà sale. C'est les camions, les gros camions là, qui nous fatiguent. Les bagamans, ils nous fatiguent. Nos femmes là, ils coignent nos femmes. On n'est même pas en sécurité. Tout ce qu'on va faire là, si on passe, c'est injuste, on ne sait même pas comment il faut faire. Même les passants nous insultent. Un métier à risque, mais des risques qui sont appelés à disparaître, selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Ces bonnes dames, de grâce, respectons-les. Elles font un travail extraordinaire. Mais avec l'avènement très prochain d'entreprises nouvelles chargées de la propreté, notamment dans le district d'Abidjan, je crois que ces femmes seront reconverties. Le balayage ne devra plus se faire de façon manuelle. Un projet salué par les balayeuses des grandes rues et artères qui, pour l'instant, travaillent avec acharnement. Rencontre gouvernement secteur public. Des membres du gouvernement, des chefs d'entreprise, des secteurs privés et publics se sont réunis aujourd'hui à la primature. C'est une lucane qui permet aux responsables d'entreprises d'exposer leurs préoccupations au gouvernement. Herman Guivet. Gouvernement de Côte d'Ivoire et patron du secteur privé autour d'une table pour ensemble échanger sur leurs différents champs de collaboration. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est employé à faire du secteur privé le principal moteur de croissance en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, l'État et le secteur privé doivent ensemble s'accorder sur le principe de ce partenariat, objectif souligné par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À travers le comité de concertation État-secteur privé, l'opportunité est offerte aux chefs d'entreprise de faire entendre leurs préoccupations.
Les préoccupations du secteur privé d'ordre général tournent souvent autour des questions de fiscalité. Elles tournent souvent autour des questions de coûts de facteurs de production, autour des questions d'infrastructures économiques. C'est toutes ces questions que nous avons passées en revue dans le cadre d'un chronogramme de travail très précis. Cette rencontre est venue pour nous vraiment comme un signal fort de renforcement du partenariat secteur public, secteur privé. Nous ressortons de cette réunion tout à fait confiants et rassurés dans la bonne marche de ce partenariat. Il convient de souligner que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire veut continuer d'être une force de proposition auprès du gouvernement pour améliorer davantage le climat des affaires de manière à répondre à la vision du chef de l'État qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent porté par le secteur privé. Dans le domaine de la santé, des individus s'adonnent à la fabrication de faux médicaments. Vous avez bien entendu, des faux médicaments et de faux produits pharmaceutiques. L'unité de lutte contre la criminalité transnationale a découvert une usine clandestine. Près de 500 millions de francs CFA de produits ont été saisis. Godefroy Okambawa et Adama Kone. Riviera Abata, dans ce quartier de la commune de Cocody, se trouve ce bâtiment. À l'entrée, première vue, l'impression d'une société d'imprimerie. Faux décor. Derrière ces toilettes du bâtiment se cache une unité industrielle clandestine de fabrication de faux médicaments et de produits pharmaceutiques. Après avoir inspecté l'entrepôt, nous remarquons différentes listes de médicaments. Des antibiotiques, des antipaludiques, des anti-inflammatoires, des produits alimentaires et même du lait infantile. De nombreuses formes comprimées, des formes gélules et plus grave, des formes injectables. À l'endroit de la population, les professionnels de la santé ont mis en place un circuit qui leur permet de se soigner. Il faut qu'ils prennent conscience, c'est uniquement à l'intérieur de ces structures-là qu'ils pourront garantir leur santé. C'est en exploitant une information anonyme que les agents de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée ont pu mener cette opération de démantèlement. Nous avons découvert un laboratoire clandestin de fabrication de toutes sortes de comprimés. Il faudrait que les gens sachent que ces comprimés qui sont fabriqués nuisent à la santé des gens. Près de 500 millions de francs CFA de médicaments et de produits pharmaceutiques sont saisis. Les faussaires d'origine chinoise sont mis aux arrêts pour nécessité d'enquête, selon le directeur opérationnel de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Quelles sont les tendances dans le monde du numérique? Comment se porte ce secteur en Côte d'Ivoire? Ces informations sont publiées chaque année pour permettre aux entreprises et aussi aux professionnels du domaine de maîtriser leur environnement. L'événement est à sa 16e édition dans le monde. Il existe en Côte d'Ivoire depuis 6 ans. Justine Diké. Les tendances dans le domaine des technologies, médias et télécommunications au cours des prochains mois, c'est l'utilisation des digitaux dans le monde et en Côte d'Ivoire. Nous sommes véritablement dans l'ère du digital et donc il est important pour nous, pour tous les acteurs du secteur, que ce soit les opérateurs, que ce soit les acteurs privés et publics, de pouvoir se positionner sur ces tendances-là et pouvoir mettre des actions pour que justement on puisse tirer un meilleur parti de ces tendances, un meilleur parti de la technologie pour véritablement changer la vie des populations. Ces prédictions visent à informer et orienter les professionnels du numérique, les entreprises et les consommateurs. C'est une étude mondiale qui dit comment, dans les prochaines années, dans les prochains mois, les gens vont se comporter vis-à-vis des services digitaux. Donc il est important pour les entreprises qui mettent en place des stratégies de savoir ce que les gens vont faire, ce que leurs clients vont faire et puis d'ajuster leur politique d'investissement, d'ajuster leur stratégie. Innovation majeure cette année, le concours des jeunes entreprises innovantes et dynamiques à croissance rapide appelé Start-up, remporté par une start-up qui propose la connexion Internet sans fil par la lumière. C'est aussi l'occasion pour des experts en numérique d'aborder les questions relatives à la lutte contre la cybercriminalité, la poste à l'ère du numérique, l'Internet à haut débit et la libéralisation du paysage audiovisuel. Rencontre opportune pour livrer la vision et les priorités du gouvernement ivoirien en matière de numérique. Nous allons travailler sur des problématiques plus spécifiques comme le roaming national. Nous allons travailler sur le roaming international, puisque des discussions sont déjà en cours aujourd'hui au niveau des pays de la CEDEAO et au niveau des pays membres de
Smart Africa, dont la Côte d'Ivoire fait partie. Nous allons travailler à l'extension des e-services pour une relation de meilleure qualité entre l'État et les populations ivoiriennes. Les prédictions TMT sont publiées depuis 2001 et présentées en Côte d'Ivoire depuis 2012. C'est la 16e édition dans le monde. Si le monde du numérique connaît des changements continus, la Direction générale du budget et des finances, elle, ne cesse jamais sa quête permanente de célérité et aussi de performance dans l'accomplissement de ses missions. Une rencontre permet en ce moment même aux agents de passer au scanner l'exercice 2016 et surtout de décliner les perspectives pour 2017. Noël Niagno. Le budget de l'État n'appartient pas à l'État. Le budget de l'État appartient à la population. C'est un instrument de mise en œuvre de la politique du gouvernement pour le bien-être de la population. Comment gérer cet argent de tout le monde au quotidien devant l'immensité des besoins et la rareté des ressources disponibles? Voilà l'équation que résolvent les agents de la Direction générale du budget et des finances publiques. Parviennent-ils à faire les meilleurs arbitrages? Ces arbitrages se font-ils dans la célérité et avec efficacité? Après un an d'exercice, les agents de la dite direction ont décidé de marquer une halte, s'auto-évaluer sans faux fuyant, avec la rigueur qu'impose la meilleure allocation des ressources dont on dispose à un instant T. Permettre à la Direction générale du budget et des finances de faire le bilan des activités réalisées en 2016 et de définir les grandes orientations de l'année 2017 en vue de contribuer à l'amélioration de la gestion des finances publiques à travers le respect des engagements pris vis-à-vis du gouvernement, des partenaires au développement et de la communauté économique sous-régionale. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État est venu leur rappeler la nécessité de cette auto-évaluation et a salué leur initiative devenue une tradition. Thème de l'édition 2017, la Direction générale du budget, des ressources et des finances pour une gestion performante des finances avec un argumentaire conséquent. Il s'agit pour la DGBF de mieux cerner les défis, d'anticiper sur les risques et de prendre les mesures idoines à bonne date pour garantir une saine exécution du budget de l'État pour l'année 2017. Les balises sont posées, les exigences aussi. Nous devons faire preuve d'ingéniosité. J'insiste sur ce terme-là, ingéniosité, et d'engagement continu dans la conduite de nos missions. Concilier balises et exigences constitue la feuille de route qui va sanctionner ces 48 heures de travaux pour une direction générale du budget et des finances davantage performante. Direction la ville de Boaké, dans la région de Gbeke, l'année scolaire y est fortement perturbée. Grèves, violences et agressions agitent les établissements scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale a dépêché sur place une mission de pacification. Kader Sogodogo. Des enseignants bastonnés par des élèves, des enseignants bastonnés devant leurs élèves par d'autres enseignants, des établissements vidés de leur population à travers des coups de sifflet. L'école va mal à Boaké. Une mission séjourne à Boaké avec pour objectif de sortir de l'impasse. À cet effet, la communauté éducative a été rencontrée. Notre venue s'explique tout simplement par la crise qui existe au niveau de Boaké. Un tableau qui est triste, un tableau qui est alarmant, mais un tableau vis-à-vis duquel, si nous ne faisons pas attention, Boaké risque de ne plus avoir d'avenir. Parce que l'avenir, ce sont nos enfants. L'avenir, c'est l'école. Le développement, c'est l'école. Une rencontre jugée salvatrice. Nous retenons que déjà, le ministère pense à l'école à Boaké. Que chaque enfant se dise qu'il a intérêt à aller apprendre quelque chose à l'école. Le savoir-être et le savoir-faire, tout ça là, c'est à l'école qu'on doit ficeler ça. Et quant aux enseignants qui ne descendent pas dans la boue derrière les enfants. Déjà la veille, la délégation venue d'Abidjan a longuement échangé avec les partenaires de l'école, avec toujours le même objectif, le retour à la normale dans les écoles à Boaké. Un comité d'experts ivoiriens et burkinabés a évalué la situation du parc national du Mont Peko après son évacuation en juillet 2016. Le rapport d'évaluation a été présenté au ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. F. Boué.
Pendant 3 jours, la délégation mixte d'experts ivoiro-burkinabé et les acteurs humanitaires ont parcouru 12 des villages riverains au parc national du Mont Peko à la rencontre des ex-infiltrés. En effet, plus de 52 000 personnes, dont une forte communauté burkinabé, se sont installées dans les villages riverains depuis l'évacuation en juillet 2016. Ce comité mixte est donc là pour l'évaluation de la situation post-évacuation. Nous avons décidé de mettre les populations par groupe de communautés afin de permettre à ces populations de pouvoir échanger librement. Nous sommes là pour effectivement les écouter, constater de visu en fait la situation, répertorier en fait les différentes préoccupations, les besoins que nous allons à notre retour bien sûr rendre compte. Des échanges francs au cours desquels tous les sujets ont été abordés, entre autres les besoins humanitaires en cours, l'état des infrastructures sociales de base, surtout l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, les questions de cohésion sociale, la sécurité, la gestion durable du parc, les possibilités d'insertion socio-économique pour ceux qui voudraient rester, les mesures d'accompagnement pour les retours volontaires. Ce que je veux, si le gouvernement peut m'aider pour partir au pays. Jusqu'à présent, si moi je suis là, c'est parce que je n'ai pas de moyens pour déplacer pour partir. Après la collecte des données liées à toutes ces préoccupations, l'heure est à la présentation du rapport d'évaluation. Et cela en présence de Maria Toukoné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Le comité mixte recommande entre autres au gouvernement ivoirien et burkinabé la mobilisation des ressources adéquates pour le retour volontaire et la réinsertion dans les meilleurs délais, la mobilisation des ressources adéquates pour l'assistance alimentaire et l'accès aux services sociaux de base, l'organisation des audiences foraines pour la délivrance des documents d'état civil et administratif. Les experts encouragent également les deux gouvernements à veiller au fonctionnement régulier des organes de suivi de l'évacuation du parc national du Mont Peko. La ministre Maria Toukoné félicite le travail abattu par tous les acteurs impliqués dans l'évacuation de cette aire protégée. Ce rapport sera remis conjointement à la Côte d'Ivoire et au Burkina. Dans ce rapport, il y a des recommandations pour la Côte d'Ivoire, des recommandations pour le Burkina Faso, et chacune des parties va jouer sa partition afin que les questions, difficultés qui ont été relevées et défis qui ont été relevés sur le terrain soient jugulés le plus rapidement possible. À la tête de la délégation d'experts burkinabé, Maxime Yabré, pour sa part, s'est réjoui de la bonne cohabitation entre les ex-infiltrés et les populations d'accueil. Il est recommandé à la partie burkinabé de préparer un plan pour recevoir ceux qui vont venir et œuvrer à leur réinsertion dans leur pays. Pour rappel, cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi de la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé tenue en juillet 2016 à Yamoussoukro en ce qui concerne le chapitre sur l'évacuation du parc national du Mont Peko. Voilà, le Mont Peko a été évacué en 2016. Des populations de Mossou ont également dû quitter un site qu'elles occupaient. Mais grâce à leur roi, Nana Kanga Assoumou, elles ont été relogées. Une cérémonie d'hommage a été initiée pour saluer cette action salutaire du roi. Éric Goré. Grand soulagement pour les populations de Mossou Ouest dans la localité de Grand Bassam. Après avoir été déguerpies, ces populations viennent d'être recasées par le roi de Mossou, Nana Kanga Assoumou. Il a offert un site de 17 hectares pour leur recasement. Les bénéficiaires sont reconnaissants et l'ont exprimé de vive voix. Nous remercions Sa Majesté Kanga Assoumou pour ce beau cadeau. Nous ne cesserons de prier pour vous et pour votre notabilité. Pour sa part, le roi les invite à vivre dans la paix tout en privilégiant l'amélioration de leurs conditions de vie. Faites-en bon usage, que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse en sorte qui vous donne la force. Et chacun construit ce qu'il peut selon ses moyens. Très bientôt, ce site va enregistrer des infrastructures modernes pour l'adduction en eau potable et l'électricité. Un centre de santé sera également construit. Des retraités du ministère de la Défense ont reçu du Fonds de prévoyance militaire leur chèque pour l'année 2016. Au total, près de 2 milliards de francs CFA ont été remis à 407 militaires et gendarmes. Mamadou Kouassi. Ils sont 407 militaires et gendarmes, officiers et sous-officiers qui ont reçu des chèques
dont la valeur varie en fonction de la date de souscription à l'entrée de fin de carrière, devenu depuis janvier 2010 plan d'épargne retraite mutualiste. Au total, c'est plus d'1,8 milliard de francs CFA qui ont été distribués par le Fonds de prévoyance militaire, FPM, à ces retraités 2016, qui récoltent ainsi le fruit des sacrifices consentis des années durant à travers leurs cotisations. Le général de brigade Nyaole Begley a adressé ses félicitations aux militaires et gendarmes qui, après de loyaux services rendus à la nation, viennent de faire valoir leur droit à la retraite. Ce sont des récipiendaires heureux qui ont témoigné leur reconnaissance au Fonds de prévoyance militaire pour cet apport substantiel. Le Fonds de prévoyance militaire, ça nous permet de mettre en place nos projets, surtout de nous soigner convenablement. Parce que quand vous êtes à la retraite, vous allez rester pour compte. Donc vraiment, il faut que chacun souscrive au Fonds de prévoyance militaire. Je suis très heureux. Ça va certainement me permettre de peaufiner certaines petites situations qu'on a commencées. Et vraiment, gloire à Dieu et merci à tous. Il faut noter qu'au cours de cette cérémonie, le Fonds de prévoyance militaire a eu le soutien de certains de ses partenaires qui ont décidé de l'accompagner dans sa noble mission d'assurer la couverture sanitaire et le bien-être des militaires et gendarmes de Côte d'Ivoire, ainsi que leurs familles. Dans l'actualité internationale, le ministre des Affaires étrangères américain et le ministre chargé de la Sécurité nationale se sont rendus au Mexique ce jeudi. Au programme des rencontres officielles, au lendemain de la publication des nouvelles directives très sévères sur les expulsions massives de sans-papiers aux États-Unis. Et dans le dossier mûr, le président Trump affirme qu'il sera construit aux frais des Mexicains. Si ces derniers refusent, les États-Unis se rembourseront en taxes sur les importations. C'est donc un voyage officiel très tendu. Rappelons pour terminer que le roi du Maroc est attendu ici en Côte d'Ivoire à partir de demain vendredi. L'ambassadeur marocain en Côte d'Ivoire a accordé un entretien à la rédaction de RTI 1. Nous vous proposons cet entretien avec David Mobio tout juste après ce journal. Merci de votre attention et avec grand plaisir, je vous retrouverai demain pour un nouveau 20h, toujours sur RTI 1.